Esmeralda. Merci beaucoup, madame, de nous faire l'honneur de votre présence avec cette facilité extraordinaire que nous offre la communication numérique. Donc voilà, je suis Thérèse Noix, je suis la présidente du mouvement. Ici autour de moi, il y a tous les membres de notre conseil d'administration que nous gérons de façon très collective. Et c'est Michel Cordier qui vous a contacté, donc merci à lui. Euh, vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires, conférencière, auteure et passionnée par tant la protection de la planète que des droits humains. J'ai apprécié que dès hier, vous nous avez envoyé une demande de signer une pétition pour la défense de l'Amazonie et surtout dans son aspect droits de l'homme et droits des peuples indigènes. Donc, bravo pour cet engagement que vous poussez très loin. Nous sommes un peu fiers de vous grâce à cela. Et donc, dans le soir, en avril 2020, vous disiez il y a des forces qui s'affrontent et je ne sais pas qui va gagner. C'était donc pendant la première crise du Covid. Dans d'autres interviews, je vous ai entendu aussi beaucoup défendre la participation citoyenne, le devoir de laisser s'exprimer les citoyens et l'importance de cette expression. Concernant la politique européenne, vous avez effectivement, vous vous êtes réjoui du Green Deal, mais en même temps, vous vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin. En fait, votre parole, c'est mon avis, mais je pense qu'il est très partagé ici. Votre parole est claire, généreuse, bienveillante, mais tout aussi radicale et déterminée. Et donc aujourd'hui, dans le peu de temps que nous avons, nous vous avons posé une énorme question. Comment faire comprendre l'urgence d'agir, sur quel levier s'appuyer. Voilà, on a cité différents leviers, étant la justice, nous sortons du procès de l'affaire climat ici en Belgique, que les médias, que évidemment les pouvoirs politiques, nous sommes actifs dans notre plaidoyer auprès des pouvoirs politiques belges et européens. Et évidemment, comment aussi passer le message pour avoir un jour une majorité de citoyens suffisamment convaincus de, euh, des défis écologiques et de la nécessité du changement. Donc voilà, je vous laisse la parole en vous remerciant encore mille fois d'être venu nous rejoindre. Merci à vous, chère madame, d'abord pour vos mots si chaleureux. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Et je pensais effectivement vous livrer quelques réflexions par rapport à la crise que nous vivons en ce moment, la crise du Covid, qui pour moi est un peu une parabole ou une fable, je dirais, avec tout son côté tragique, mais par rapport à ce que nous risquons avec la crise climatique. Alors, les scientifiques, depuis des années, nous ont prévenus qu'une pandémie allait se passer. Et malgré ça, alors qu'il y a eu des émissions de télévision, alors qu'il y a eu des articles, alors qu'il y a eu des rapports scientifiques, nous ne nous sommes absolument pas préparés. Et cette crise nous est tombée dessus avec ces deuils, avec ces tragédies. Et on aurait certainement pu mieux se préparer et éviter énormément de décès. Et c'est exactement, je pense, si vous me permettez cette expression vulgaire, ce qui nous pend au nez avec la crise climatique. Les scientifiques nous préviennent depuis des années, les jeunes maintenant nous préviennent en criant dans les rues de ce qui va se passer, et nos dirigeants politiques font la sourde oreille. Oui, bien sûr, il y a énormément de déclarations. On peut se sentir un peu plus optimiste parce que tous les chefs de gouvernement disent oui, il faut prendre des mesures, mais on a l'impression que ça ne dépasse pas beaucoup ces bonnes paroles. Alors, si de nouveau on veut mettre le Covid en comparaison de la crise climatique, je crois que les décès, c'est à peu près 14 personnes pour 100 000 en moyenne. Et on nous prévoit déjà que la crise climatique d'ici quelques années pourrait être plus de 70 personnes par 100 000. Donc on voit que la crise est beaucoup plus importante, qu'une similitude que évidemment elle va frapper les plus vulnérables et les pays qui sont les plus pauvres, ça c'est une évidence, et j'aime toujours rappeler que la crise climatique est avant tout une crise sociale et une crise de justice.
Ça, c'est très, très important, que ce soit dans nos pays ou ailleurs. C'est toujours les communautés les plus vulnérables qui vont s'ouvrir le plus, comme pour le Covid. Alors, que peut-on faire? Que peut-on faire pour pousser les choses? Je pense que les citoyens ont énormément de pouvoir. Après tout, c'est nous qui mettons les hommes et les femmes politiques là où ils sont. Et donc, nous devons absolument exercer notre pouvoir. Comment? Par des pétitions. C'est utile malgré tout, même si beaucoup n'aboutissent pas. C'est une manière de nous faire entendre. Par des manifestations dans la rue. Et là, encore une fois, je dois dire que les jeunes ont réalisé un travail extraordinaire pour éveiller les consciences. Par des articles dans les journaux, parce que malheureusement, les médias sont restés beaucoup trop silencieux, très, très longtemps. C'était seulement dans une rubrique environnement et ce n'était pas en première page. Et on voit en ce moment avec le Covid, nous sommes inondés tous les jours par des informations sur la crise sanitaire. Eh bien, il faut absolument qu'on fasse la même chose pour la crise climatique. Ça commence, il y a des rubriques. J'ai vu que Le Soir, par exemple, maintenant faisait une newsletter sur l'environnement. Il y a des journaux aussi au Royaume-Uni qui font la même chose. Ça commence de plus en plus, mais il faut beaucoup plus. Il faut que toutes les émissions de télévision de nouvelles le soir aient une rubrique sur le climat. Il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est une crise existentielle. La crise écologique, de perte de biodiversité, et la crise du climat, parce que nous avons une double crise. Et c'est seulement comme ça, je crois, qu'on va réussir à toucher toutes les couches de population. Alors, vous savez peut-être que je soutiens le mouvement Extinction Rebellion. Je pense qu'ils ont réussi à faire aussi beaucoup de choses en dérangeant nos habitudes. Par exemple, ce matin, à 6 heures du matin, des manifestants en Angleterre sont allés casser les vitres de la banque Barclays. Alors, les gens peuvent être un peu choqués en disant « mais pourquoi aller casser des vitres ?» Mais leur slogan était « il vaut mieux casser quelques vitres pour sauver notre futur ». Et pourquoi? Parce que la banque Barclays est une des banques qui finance le plus de projets qui atteignent à l'environnement. Ils financent à hauteur de trillions, je dirais, des projets d'écocide. Donc, c'est vraiment pour que les consciences se réveillent et pour qu'on voit ce qui est en cause. C'est une crise existentielle qui nous attend. Ce n'est pas seulement des espèces animales qui vont disparaître. À la fin, c'est notre propre existence qui est en jeu. Alors, je pense que c'est tout ça qu'il faut faire. Des articles, je pense que les artistes sont très importants aussi, de faire passer par l'art, par les chansons, par la musique, par la peinture, des messages. Je pense que les consommateurs ont un rôle à jouer. Nous sommes tous responsables de la manière dont nous mangeons, de la manière dont nous achetons nos produits, d'essayer de voir ce qui est durable, ce qui est éthique. Tout ça, c'est une éducation à faire et je ne peux pas dire qu'il y a une chose à faire. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire, que nous sommes tous responsables. Et quand on se dit oui, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau alors que c'est le gouvernement qui doit le faire, c'est pas vrai. D'abord, c'est un exemple. Par notre exemple, nous pouvons convaincre plus de personnes et parce qu'une personne peut vraiment avoir tout un réseau autour d'elle. Alors, je crois qu'il faut aussi qu'on en parle beaucoup, qu'on en parle à notre banquier, qu'on en parle à notre magasin, qu'on en parle à notre voisin, qu'on en parle à notre famille. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire et évidemment, en numéro 1, faire une pression maximale sur nos élus locaux et sur nos élus nationaux. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, je pense. Merci beaucoup. Eh bien, l'éveil des consciences à tous les niveaux, c'est ce que nous nous sommes mis comme objectif, je dois dire. Mais parfois, on a l'impression qu'on est si petit qu'on n'y arrivera pas. Donc oui, micro. Ah, pardon. Je crois que les mains se lèvent pour vous applaudir. Merci beaucoup. Est-ce que Adélaïde Charlier est arrivée? Attends, avant, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Quel regard vous portez ou quelle leçon vous tirez de l'Assemblée citoyenne sur le climat en France et ses conséquences un peu difficiles?
Alors, moi, je crois beaucoup aux assemblées citoyennes. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument pousser. Il y en a une aussi au Royaume-Uni. Malheureusement, en France, on a été quand même déçus du résultat parce qu'ils ont fait des propositions dont très peu ont été retenues. Et une fois de plus, on a l'impression que le gouvernement fait un choix qui l'intéresse et ne va pas aussi loin qu'il le faudrait. Donc, c'était certainement un peu décevant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les abandonner. Je crois qu'il faut absolument pousser ce principe. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de David Van Reybrouck, qui est un petit initiateur de l'idée avant même cette crise-ci et qui s'engage à fond maintenant dans la question climatique? Oui, c'est magnifique d'ailleurs parce qu'il a décidé d'abandonner tout le reste pour se consacrer au climat. Bravo. Alors, Oui, qu'est-ce que vous bonjour, auriez comme message par rapport aux grands-parents, justement, puisque les grands-parents, souvent, notre génération considère qu'elle a assez donné. Et donc, enfin, nous, personnellement, on a décidé qu'on voulait continuer, mais ce n'est pas toujours facile de changer à notre âge. Est-ce que vous avez un message particulier pour cette question de la transmission et de l'exemple que peuvent donner les grands-parents? D'abord, je vous félicite parce que c'est vraiment une belle initiative et que surtout, on ne peut pas laisser les jeunes faire tout le travail. Moi, j'ai aussi des enfants qui ont 19 et 22 ans et qui me disent toujours la même chose. Oui, on est d'accord, mais on en a assez d'entendre que c'est nous qui sommes responsables du futur et que c'est sur nos épaules que repose la solution. Il faut absolument qu'on soit aidé, secondé, qu'il y ait une solidarité intergénération. Donc, je trouve ça magnifique que les grands-parents, que les parents, que tout le monde s'engage. Oui, bonjour madame. Je suis très partisan comme vous de la grande similitude qu'il y a entre notre pandémie actuelle et la crise climatique qui commence dès maintenant. Je vois quand même une différence assez importante. C'est le fait que la partie du globe qui est essentiellement à l'origine de cette crise climatique, c'est-à-dire nous, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Nous sommes dans un premier temps les moins affectés par cette crise climatique et que ce sont d'autres populations qui ne sont pas à l'origine de cette crise climatique qui seront et qui sont déjà maintenant les tout premiers au front de ceux qui vont souffrir de cette crise climatique. Alors, une seconde remarque par rapport à ce que vous disiez, vous parliez des animaux. Je crois qu'il faut être très humble. Nous sommes des animaux aussi. Vous faites bien de le rappeler. C'est très vrai. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en premier, la crise, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une justice climatique. C'est bien sûr les pays du Sud qui souffrent le plus, mais il ne faut pas se tromper, ça arrive chez nous aussi. Vous avez vu ce qui arrive en Australie. Après les incendies de l'année dernière, c'est les inondations cette année. C'était la même chose au Royaume-Uni. C'est les chaleurs excessives aussi en Europe continentale. Et puis, il y a aussi la pollution, dont on n'a pas parlé, qui tue quand même à peu près 7 millions de personnes par an. Donc, ça arrive aussi chez nous. C'est certain. En Belgique, on va commencer à s'émouvoir quand la mer du Nord arrivera aux portes de Bruxelles. J'espère plutôt. Claire Lecoq a une question. Ouvre ton micro. Oui, bonjour. Donc, en fait, je suis convaincue qu'il faut faire pression maximum sur les politiques, mais personnellement, je suis aussi convaincue qu'il y a un gros problème au niveau du système politique. Nous savons tous la force des lobbies à l'Europe. Nous savons tous que, comme le dit Van Reybrouck, tant qu'on n'aura pas des systèmes politiques qui laisseront la place aux citoyens plutôt qu'aux lobbies, je pense que la pression qu'on peut exercer sur les politiques sera trop faible. Voilà. Oui, la force des lobbies, c'est évidemment les puissances funestes dont on parlait tout à l'heure.
et on va avoir beaucoup de mal, évidemment, à s'en débarrasser, mais il faut essayer. Évidemment, par exemple, aux États-Unis, si vous comparez le nombre de lois qui sont passées grâce à la pression populaire ou celles qui sont passées grâce au lobby, eh bien là, c'est exactement ce que vous dites. Malheureusement, c'est les lobbies qui gagnent. Myriam Gérard souhaitait peut-être, après on passera la parole à Adélaïde Charlier qui est arrivée entre-temps. Voilà. Oui, Madame, vous parliez de la responsabilité des consommateurs, la responsabilité des citoyens. Ma question suit assez logiquement celle qui vient d'être abordée, c'est la question des lobbies. Un des lobbies les plus puissants, c'est celui de la publicité notamment, qui n'arrête pas d'inventer de nouveaux systèmes. Maintenant, on nous bombarde de vidéos. Il ne s'agit même plus de grandes publicités affichées partout, c'est des vidéos maintenant. Ne pensez-vous pas que c'est un des éléments sur lesquels nous pourrions essayer de conjuguer nos forces en priorité pour que les consommateurs ne soient pas à ce point sous influence? Il y a une série de consommateurs qui malheureusement vivent dans un tout autre monde que nous, sont dans l'immédiateté, l'image. Vous qui vivez à Londres, vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de la mode aussi. J'ai oublié le terme de cette mode de vêtements qu'on jette au bout de 2 jours, enfin c'est hallucinant. Donc il n'y a pas de limite malheureusement dans ce monde de ces puissances funestes, comme vous les nommez très joliment. Et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Moi, il me semble que sur la publicité, on n'est pas assez actif et pas assez virulent en fait. C'est tout à fait exact, mais c'est de nouveau un problème de consommation. Nous sommes bombardés toute la journée pour nous forcer ou nous pousser à consommer des choses inutiles, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits. Et c'est évident, c'est un énorme problème de consommation. Alors, j'ai eu l'occasion de voir un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle Seaspiracy, qui est sur Netflix et qui est à propos de l'industrie de la pêche. Eh bien, si vous regardez ce film, après ça, je pense que plus personne ne désire manger du poisson. Parce que c'est quelque chose d'abominable, d'abord au niveau des droits humains, de la façon dont les compagnies utilisent vraiment des esclaves, et surtout, en plus, de la manière dont on est en train de tuer nos océans avec la pêche commerciale, et que d'ici probablement à 20 ans, eh bien, il n'y aura plus de poissons. Je vous recommande ce film parce qu'il touche tous ces aspects, non seulement la surconsommation, mais la publicité, justement, le leurre des produits dits durables et éthiques, alors que c'est une question en fait, de personnes qui payent pour avoir ce label, donc on ne peut même pas faire confiance. C'est quelque chose d'abominable, mais ça reflète beaucoup d'aspects, malheureusement, de notre société. Merci.